Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Flo pour un tour du monde. Aujourd'hui, c'est une première pour moi parce que je sors mon premier podcast, donc j'espère qu'il te plaira. Voilà, bonne écoute à tout le monde. En Corrèze, j'ai rencontré Florence, une femme semi-nomade, autiste Asperger, qui m'a ouvert son monde. Elle m'a raconté son enfance, son adolescence, ses doutes, puis sa vie en société, ses tocs, son hypersensibilité. Et enfin, son chemin de femme, ses amours et ce moment décisif, le diagnostic qui a tout changé. À travers ce podcast, je vous propose de revivre notre rencontre et son témoignage unique, sincère, parfois bouleversant, mais toujours inspirant. Bienvenue dans la peau d'une autiste Asperger. Je sais pas comment commencer. Bon, on commence direct une question peut-être. Bah, si tu veux. Alors attends, on avait dit... Qu'est-ce que le syndrome d'Asperger? Le syndrome d'Asperger est une forme d'autisme sans déficience intellectuelle ni retard de langage. Le syndrome d'Asperger fait partie des TSA, troubles du spectre autistique. C'est un désordre du développement d'origine neurobiologique qui concerne plus fréquemment les garçons que les filles et qui affecte essentiellement la manière dont les personnes communiquent et interagissent avec les autres. En effet, ces personnes décodent avec difficulté les situations de la vie quotidienne. Donc Florence, comme on l'a vu dans le portrait, tu es donc autiste Asperger. On en a parlé un petit peu, mais on voulait approfondir ça ensemble. Mais comment tu as su que tu commençais, que tu avais peut-être quelque chose de différent des autres? À l'école, dans les premières classes, en fait, je me mettais toujours à l'écart. Et évidemment, c'est vraiment le regard des autres qui fait qu'on se rend compte qu'on est différent. Parce que moi, j'étais dans ma bulle. Je pense que c'est la première maîtresse d'école que j'ai eue, d'ailleurs, avant que cette femme, elle me fasse remarquer que mon attitude était inadaptée. Jamais, moi, j'avais pris conscience que j'étais différente des autres. En fait, c'est toujours le regard des autres qui fait que on se rend compte qu'on a quelque chose de différent, qu'on est inadapté dans la situation, inadapté au monde. Je crois que j'étais encore à la maternelle. Et à cette époque-là, c'était pour tout le monde la même chose en classe. Hein. Il y avait pas... Maintenant, il y a des sections dans les classes où c'est plus ou moins adapté. Mais à cette époque-là, voilà, on avait tous nos blouses, on avait tous nos petites ardoises avec notre petit crayon. Et puis voilà, donc c'est là que j'ai compris, il y a un jour, je ne sais pas quel événement a fait ça, mais la maîtresse m'a pointé du doigt devant toute la classe. Je me rappelle, j'étais au fond de la classe, mais j'étais toujours au fond de la classe. Et elle m'a montré du doigt devant tout le monde, je ne sais pas, je me souviens pas précisément de ce qu'elle a dit, mais j'ai compris ce jour-là que mon comportement était complètement inadéquat. Après convocation, bien sûr, de mes parents, pour leur expliquer que mon attitude n'était pas normale. Et puis, s'en est suivi une visite chez un médecin qui a essayé de me faire comprendre par l'intermédiaire de mes parents qu'il fallait que j'ai une autre attitude. Ouais, c'est dur pour une enfant quand même, hein, parce qu'enfant, tu peux pas comprendre forcément comme une adulte. Non, non. Donc, voilà, c'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose chez moi qui n'allait pas, mais je savais pas ce que c'était. Hein. Je me souviens pas du tout de ma scolarité jusqu'à ce que j'aille au lycée. D'accord. Toutes ces années-là, elles sont plus dans ma... Enfin, je m'en souviens pas. Le nom de tes instits, tout ça? Non, je me souviens de rien du tout. De rien. Ah ouais, incroyable. Non. Et la seule chose dont je me souviens quand je pense à cette époque, c'est qu'à chaque fois que je devais montrer un travail, ou que la maîtresse ou le professeur passait derrière moi pour regarder ce que je faisais, j'étais complètement paniquée. Je fermais mon cahier et je me plaquais dessus. Ah ouais. Pour pas que... Ça, je me souviens de ça, mais je ne sais pas à quelle époque, si c'était quand j'avais 7 ans, 9 ans, 11 ans. C'est les seuls souvenirs que j'ai jusqu'à mon entrée au lycée. D'accord. D'accord. Et au lycée, c'est là où on commence à se faire des copains, des petits copains. Pardon, je te coupe la parole. Tu vois, j'ai Pas un de souci. souvenir qui me revient.
c'est que tous les ans, à la fin de l'année scolaire, tous les ans, la directrice ou le directeur venait, et je m'en souviens maintenant pas précisément, avec le cahier, une pile de cahiers sur le bras, c'était toutes les notes qu'on avait eues dans l'année, quoi. Donc il passait, le directeur ou la directrice, pour dire quelle élève était la première, la dernière. Ah là là, ça devait être dur, ça. Oui, voilà. Et moi, j'étais toujours Florence, bonne dernière. Et souvent, on me disait, comment tu peux avoir d'aussi mauvaises notes alors que tu sais lire, écrire et compter? Ouais. Comment tu peux être aussi stupide? Ah ouais, on te disait carrément Ouais, mais stupide. j'étais tout le temps la dernière alors que je savais lire, écrire et compter. Ah ouais. Oui, je me rappelle de ça. Difficile. Ouais. Tout le temps la dernière. Le syndrome d'Asperger est une forme d'autisme sans déficit intellectuel ni retard de langage. Il n'y a pas très longtemps, j'ai lu un article sur les enfants autistes et qu'une des caractéristiques, c'est que avant même de marcher avec les pieds comme toi et moi, quoi, de marcher, Normalement, ouais. ils se déplacent comme des danseurs sur la pointe des pieds. Mais dans l'article, il disait, oui, que c'est une des caractéristiques des petits enfants autistes. Okay. Il faut qu'ils se déplacent. Il y en a qui rampent en avant, il y en a qui rampent en arrière. Et là, il y en a qui se déplacent comme des danseurs sur la pointe des pieds. Et ça m'a fait me souvenir que quand ma maman me disait toujours, toi, quand tu étais petite, avant de savoir marcher, tu te déplaçais comme une danseuse, toujours sur la pointe des pieds. Non, c'est mignon. Oui. Et je me souviens d'ailleurs que, comme c'était une époque où on corrigeait tout ce qui n'était pas dans la normalité, le médecin avait dit à ma mère et à mon père, il lui faut des chaussures pratiquement orthopédiques. D'accord. Donc jusqu'à l'âge de 8-9 ans, j'ai eu des chaussures montantes à lacets jusqu'au-dessus de la cheville pour que je pose bien mon pied par terre. Pour pas que tu... Ah oui, pour pas que tu fasses la danseuse et que tu Voilà. aies le pied par terre, comme il faut. Voilà. Ouais, d'accord. Bah, Oui, une torture, oui. quoi. Oui. Une petite torture. De l'époque. Bah oui, mais ils n'avaient pas connaissance à l'époque de tout ça. Ouais, c'est ça. C'est ça aussi. Même les médecins, je veux dire, le médecin, lui, un enfant, il commence à marcher à quatre pattes, après il se lève, il fait quelques pas, mais en posant ses pieds, il marche. Ouais. Un enfant qui marche sur la pointe des pieds, il y a 65 ans, on disait, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça va abîmer sa cheville, ça va abîmer, tu vois. Ouais. Donc il faut lui mettre des gros godillots qui tiennent bien. Il y avait aussi ça, la médecine, la science, elle n'était pas aussi avancée que maintenant. Ok, ouais. Ça aussi, il y avait aussi toutes les considérations par rapport au squelette. Ouais. Tu vois. Malformation de quelque chose qui aurait pu engendrer à l'âge adulte une maladie. Voilà. Ouais. C'était certainement dans ce sens-là, dans le bon côté des choses. Mais moi, ça me contraignait. Alors dès qu'elle me les mettait, ma maman, mes chaussures, je les enlevais, quoi. Ah oui. Enfin rebelle. Oui. Mais non, pourtant pas trop rebelle, je crois. Non, mais c'était instinctif, quoi. Ouais, voilà, ça c'était... Après, tu as... même si tu n'es pas quelqu'un d'adapté, il y a certainement... On a tous un cerveau reptilien, j'imagine, qui fait que instinctivement, tu te rebelles d'une façon ou d'une autre. Enfin, en tout cas, tu montres que tu n'es pas d'accord. Et les enfants autistes, souvent, ils montrent qu'ils ne sont pas d'accord ou qu'ils sont mal à l'aise, et ben justement en repoussant, en criant, en agressant. Ok. Et puis après, il y a eu l'entrée au lycée. Là, ça a été un peu différent parce que c'était, pour moi, l'entrée au lycée, c'était comme une espèce de lâcher de volaille, en fait. Ouais. Rien n'était cadré. Alors que quand tu es à l'école, tu as ton maître, tu as ta classe, toi tout est bien cadré, quoi. Moi je savais pas forcément aller dans les autres classes, mais je savais où aller, où était ma classe et où était ma place dans la classe. Ouais. Et avec qui était à côté de moi, devant moi, derrière moi, tu vois, j'avais tous mes repères. Et arrivé au lycée, c'était en fonction... si c'était des maths ou du français, c'était pas la même classe. C'était horrible pour moi.
Ok, ouais, c'était comme... Ouais, c'est parce que là, c'est un petit peu plus le lycée. On essaye de se gérer oui, tout seul, oui, quoi. tu dois être autogéré. La responsabilité... Voilà, c'est ça. Mais moi, j'avais du mal à trouver mes repères, en fait. Et j'avais pas compris. C'est tout, c'est ce problème que moi j'ai. C'est de comprendre pourquoi, dans quel but, quelle finalité, je dois faire une action. Tu vois? Ok, tu te posais déjà des questions? Ben, c'est-à-dire que pour moi, quel intérêt de ne pas avoir une même classe pour toutes les matières? On te changeait les habitudes. Tu avais les habitudes perdues, peut-être Oui, ou... moi je me posais des questions. Pourquoi aller en maths au deuxième étage et pourquoi aller au français au rez-de-chaussée? Ah ouais. Donc moi c'était, en plus il y avait énormément de mouvements, de bruit, de bruissement, de brouhaha, d'allées et venues. C'était vraiment pour moi vraiment très 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 difficile. Et tous les matins, c'était... euh, ça allait pas de soi si tu veux, puisque tu as ton emploi du temps, donc tu n'as pas tous les jours les mêmes matières. Donc pour moi, à chaque fois, c'était véritablement, si tu veux, comme une espèce de parcours du combattant, tu vois, j'ai du mal, parce que je me retrouve dans la situation, et tous les matins, il fallait que je retrouve mon emploi du temps, et que j'aille là, que j'aille là, que j'aille là. Oui, mais tu dois y aller parce que, tu vois, à chaque fois dans ma tête, il fallait que je m'adapte à quelque chose que je trouvais complètement insensé. Tu vois, ça me fait penser à la cantine. Est-ce que tu mangeais à la cantine? Non, moi je mangeais pas à la cantine. Ouais, parce que là, ça aurait pu peut-être te perturber aussi. Non, dans le lycée où j'étais, on pouvait manger à l'extérieur. Ah, Il y ok. avait un parc et je mangeais à l'extérieur des sandwichs. Je mangeais pas à la cantine en fait. D'accord, ouais, t'avais peut-être pas envie d'avoir toute cette Non, foule. non, non, justement, j'en profitais pour me mettre un petit peu à l'écart. D'accord. Du coup, t'avais des amis, des copines, des potes, des copains, des petits copains peut-être plus tard? J'ai pas eu d'amis. Je sais pas comment ça se mettait en place, si tu veux, mais il y avait certainement quelque chose en moi physiquement et puis dans mon attitude qui attirait les autres vers moi. D'accord. Donc souvent, les adolescents et même une fois adultes, les gens venaient vers moi. Mais parce que peut-être je les intriguais ou par curiosité, mais je n'avais pas d'amis. En fait, une fois que les jeunes filles ou les jeunes garçons venaient vers moi, je pense qu'ils devaient se rendre compte à un moment donné qu'il n'y avait pas d'échange possible. Ok. Donc, bon bah après, ils retournaient. Souvent, c'était quand on est jeune, on vit en groupe, on se crée une bande d'amis, quoi, en fait. Ouais, tout à fait, ouais. Et moi, effectivement, j'essayais de m'adapter, j'essayais. Moi, je savais pas. Moi, dans mon fort intérieur, je ne sais pas comment me comporter. Mais comme je voyais que mon attitude n'était pas adaptée, je savais que mon comportement ne serait pas adéquat. Donc ce que j'ai essayé de faire, ce que j'ai essayé de faire à partir du moment où on m'a dit, parce que je ne l'ai pas compris, à partir du moment où on m'a dit que j'étais inadaptée, pas dans la norme, j'ai essayé de observer énormément et j'ai fonctionné en imitant. D'accord. Donc, comme je voyais que au début de l'année scolaire, il y avait plein de jeunes qui venaient vers moi et après, ils s'éloignaient, c'est donc qu'il n'y avait pas ce lien, ce contact qui s'était créé. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié ce que faisaient les copines. Ok. Entre, Comme un caméléon. voilà, en général, les Asperger, ils disent souvent oui, qu'ils sont un peu caméléons. Ok. Et donc, bah, j'ai copié les attitudes de mes copines. Et à partir de là, à partir du moment où j'ai commencé à copier les attitudes de mes copines, j'ai eu des copines. Ah ok, comme tu rentrais dans leur groupe en fait. Bah oui, parce que moi j'agissais comme elles. Ok. Donc j'avais gommé cette différence.
sans pour autant être bien et heureuse à l'intérieur, mais du moins j'étais plus exclue, comme j'étais comme elle. Mais comme moi je ne sais pas mesurer, je ne sais pas... moi j'ai besoin d'un cadre, mais je ne peux pas le trouver toute seule, le cadre. Donc dans ce que je faisais, il y avait soit j'étais dans l'introspection, j'étais enfermée, j'étais vraiment... on ne pouvait pas me parler, je m'excluais toute seule, ou soit j'étais dans l'exubérance. Ah, ok, les deux extrêmes en Les fait. deux extrêmes parce que moi je ne savais pas mesurer. Donc moi j'ai fait beaucoup d'expériences. Si je voulais intégrer un groupe, il fallait que je fasse comme. Mais Ouais, comme je ne savais pas où étaient les limites, maintenant je me rends compte, à l'âge que j'ai, en analysant mon comportement d'alors, que j'ai été dans des extrémités. Et que ok. je me suis même mise en danger. Parce que moi, je faisais du stop à 12 ans. Je partais avec les copains qu'on avait 18, qui avaient leur propre voiture. Tu vois. Ah oui. Oui, oui, je me laissais embrasser, faire des French kiss à 13 ans, par des garçons beaucoup plus vieux, pour expérimenter, sans, euh, sans savoir que c'était pas adéquat. D'accord, ouais. Tu vois. Leur corps, leur cerveau et leurs 5 sens reçoivent les informations correctement, mais un défaut d'analyse empêche un traitement de ces données. Il en résulte pour la personne atteinte une appréciation confuse de la vie et de l'environnement. Elle a donc besoin d'être guidée dans la complexité de la vie sociale. Ouais, d'accord. Oh, t'as dû être jugée peut-être aussi par les autres filles, non, tu sais pas? Je me souviens pas de ça. Je me Ok. souviens pas d'avoir été jugée ni cataloguée comme étant... je sais que j'ai essayé des choses pour aussi... parce que un des aspects d'Asperger, c'est l'hypersensorialité. Et ça m'a permis aussi d'expérimenter des choses au niveau sensoriel. Et ça m'a ouvert des portes sur découvrir en fait des choses pas intimes parce que j'étais une jeune adolescente, mais des choses... Oui, d'accord, tu n'es oh. pas... C'était vraiment juste en surface. Oui, moi je suis pas allée jusqu'à... J'ai pas perdu ma virginité adolescente. Hein. Ma virginité, je l'ai perdue quand j'ai eu mon premier compagnon. Mais ce que je veux dire, c'est que quand j'allais au cinéma, que je voyais des films où les filles, elles avaient la bouche pleine d'une langue d'un garçon, bah moi j'expérimentais, je faisais ça aussi, puisque ça se faisait, tu D'accord. vois. Et comme toutes mes copines le faisaient, Ouais. bah moi je le faisais. Ouais, t'imitais vraiment... Voilà. parce que tu savais pas toi-même comment réagir peut-être ou... Non, je savais pas où mettre une limite en fait. Ouais, d'accord. Donc je pense qu'à un moment donné, je pense que je suis toujours tombée sur des garçons très bienveillants. Je pense que c'est aussi parce que peut-être j'ai une personnalité réservée, peut-être un peu enfantine, qui fait que je suis tombée sur des garçons bienveillants qui n'ont jamais abusé. Ouais, t'as eu peut-être de beaucoup de chance hein, aussi. Oui, oui, Mais effectivement, peut-être que c'est que l'attirance pour des gens bien, quoi. oui, oui, oui. Ouais, c'est ça, ouais. Donc j'ai expérimenté ça, ouais, dans l'adolescence. T'étais toujours au lycée, du coup, là? Oui, c'était au lycée, ça. Et au niveau des études? Au niveau des études, alors j'ai fait un CAP de sténodactylo Ok. au cours Pigier. Donc que t'as eu certainement Oui, facilement. oui, oui. Enfin, facilement, non, pas si facilement que ça. Parce que, toujours pareil, tu as... bon, pour la dactylo, il n'y avait pas de problème. Mais j'ai appris la sténo. Et la sténo, ça s'apprenait en 3 ans. Ouais. Et donc, au début, tu apprends les signes basiques qui correspondent aux lettres de l'alphabet pour former les mots. Et après, tu apprends à faire une combinaison
entre ces signes. Par exemple, au début de l'année, tu apprends à écrire le signe du T, du O, du U, du T, pour faire le mot tout. Ouais. Tu les apprends séparément. Ouais, les quatre signes. Voilà. L'année d'après, après la phase d'après, on t'apprend à faire le signe du T avec le son OU. Ah oui. Tu vois? Ouais. Et après, l'année d'après, on t'apprend à prendre le signe TOU. T-O-U. Ok. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de mal. Traduire des sons en signes a été facile pour Florence. Pourtant, elle n'a pas compris la logique de l'enseignement de la sténo. Parce que moi, quand je suis arrivée à ma 3e année, ben, je ne l'ai pas faite. Parce que je suis allée voir la directrice du cours pigier, que je payais. Parce que les cours pigier, c'est payant. Mais je dis, mais pourquoi on passe pas directement à la 3e année? Ah ouais, effectivement. Ah, t'as besoin de comprendre en fait. Ben, si tu apprends le signe T et OU en 3e année, pourquoi en première année on t'apprend le signe T, le signe O, le signe U Bon, ça c'était mon esprit à moi, tu vois. Ouais. Donc du coup, j'ai pas fait la 3e année. C'est comme si j'avais eu une CAP sans l'avoir eu. Ah oui, en fait, ouais, t'as pas de diplôme, mais t'as le niveau quand même, quoi. Oui, oui. Okay. Oui, parce que voilà. Donc j'ai tout de suite trouvé un travail comme dactylo bilingue. Parce que je parlais couramment l'anglais. Ah, ok. Ah oui. You speak very well English, okay. Yes, I do. Nice. I do. Maybe not as well as before. No. Comment? I don't understand. Oui, donc j'ai trouvé une place de dactylo bilingue et puis après voilà. Ça me convenait très bien parce que je savais précisément. Voilà, le directeur, il m'apportait ce que je devais taper, je le tapais, je lui donnais. C'était très très simple pour moi, tu vois. Une tâche, je savais ce que je devais faire et je le faisais. Ouais, c'est carré chez toi en fait, tu as besoin de repères et de... Oui, oui. Et d'habitude aussi, non? Ah oui, oui, quand j'arrivais, voilà, j'avais mon bureau, j'avais ma chaise, voilà, il me faut des repères, il me faut des rituels et il faut que je sache à quoi va servir ce que je vais faire. Ok. Donc là, dans cette entreprise-là, oui, j'avais 17 ans et demi et j'étais très bien. J'étais très bien, je me sentais bien à ma place. Ah, mais t'étais jeune, t'as commencé jeune le boulot alors du coup. Ah oui. Et alors quand tu bossais à ton premier job, donc t'étais dactylo, ouais, t'es resté dactylo tout le long de ton boulot? Oh non, non, non. En fait, je suis toujours pareil. Je suis toujours tombée sur des gens bienveillants qui m'ont toujours très bien conseillé au niveau hiérarchie en fait. Donc ce patron m'a dit, écoute Florence, tu peux pas rester à être uniquement dactylo bilingue. Tu as des capacités. Il faut que tu sois secrétaire. Tu fais de la sténo. Tu dois essayer d'avoir un poste de secrétaire bilingue. Secrétaire sténo dactylo bilingue. Donc j'ai trouvé un poste, je l'ai quitté, ce patron. J'ai trouvé un poste dans une autre entreprise. Et à chaque fois, la personne au-dessus de moi a vu en moi des capacités que moi j'ignorais totalement. Et finalement, j'ai fini par travailler ma carrière. Je l'ai terminée comme traductrice. Mais et auparavant, j'étais assistante de chef de projet dans l'ingénierie pétrole. Donc j'aidais à gérer des groupes d'ingénieurs, coordonner leurs voyages, leur travail, leurs missions. Et ça, c'est parce que je suis tombée sur des personnes, et majoritairement des hommes, qui ont vu en moi des capacités que moi-même j'ignorais complètement. Parce que je n'ai aucune conscience de ma valeur. D'accord. Non, je ne sais pas les ressources que j'ai en moi. Je ne connais pas mon intelligence, mon niveau d'intelligence. Je ne sais pas ce que je suis capable d'apprendre, d'améliorer et de faire. J'en ai aucune conscience. Ouais, donc de dactylo, t'es passé finalement chef de projet. À assistante de chef de projet et après à traductrice.
Traductrice, oui, la finalité c'était traductrice. Oui, ça s'est terminé comme ça. Et au niveau social, dans tous ces boulots, c'était comment le boulot en lui-même? Le travail en lui-même, au début, quand j'ai commencé donc comme dactylo, c'était parfait pour moi, puisque ce directeur m'amenait mon travail. Je savais ce que je devais faire et surtout je savais à quoi il allait servir. Et puis après, évidemment, une fois que j'ai évolué, quand j'ai été secrétaire, j'étais avec des ingénieurs. Donc là, il y avait une multitude d'informations qui m'arrivaient, puisque c'était différents ingénieurs qui venaient me donner du travail. Donc c'était vraiment très très souvent pour moi une cacophonie complète, parce qu'un tel me donnait telle chose à faire, et ils avaient ce langage subtil, que je comprends maintenant, qui était de l'ironie. Quand j'avais un planning, et quand un ingénieur m'apportait un travail à faire, je le regardais. Il fallait que j'estime le temps que j'allais mettre pour le faire. Et les 3/4 du temps, quand je demandais « vous le voulez pour quand ?», il me répondait « pour hier ». Ça c'est la phrase, oui. Et je ne comprenais pas du tout ce que ça voulait dire. D'accord, ouais, c'est une phrase vraiment... Ah oui. Genre, c'est d'urgent, quoi. Voilà. Et donc, ça a été vraiment... pour moi, ce travail, le travail en lui-même, rédiger, corriger, mettre en paragraphe, parce qu'en fait, c'était des rapports qu'il fallait que je mette au propre, en fait. Okay. Oui, eux, ils faisaient des synthèses de visites qu'ils avaient fait à l'extérieur. Ils les rédigeaient et après, moi, je devais en faire un rapport condensé, en fait. Donc, je connaissais la finalité, j'avais les moyens, mais toutes les informations extérieures qui arrivaient me... Et puis, ça me bloquait des fois. Parce qu'ils venaient des fois en cours de journée pour me dire, bah, vous en êtes où ? Mais parfois, j'avais même pas commencé, parce que comme je m'occupais des fois de 5, 6, 10 ingénieurs, j'avais des piles de rapports à faire comme ça. Mais chacun, dans sa demande, il voulait être prioritaire. Ouais, d'accord. Donc il fallait que je leur explique, ben non, mais je travaille sur le rapport de un tel. Oui, mais moi, c'est plus important que lui. Et moi, il fallait que je comprenne où était la priorité de un tel par rapport à un tel. Ah, et ça, c'était compliqué en tant qu'Asperger de... C'était impossible pour moi. Tout ce qui se fait et qui se fait pas, par exemple. Oui, pour moi, pour eux, c'était normal de me dire, moi, je suis la priorité par rapport à un tel. Mais pour moi, la priorité, c'était celui qui était venu le matin en premier, en me disant... En chronologie. Bah oui, en chronologie, en me disant, bon, bah, ce rapport, il me le faut pour dans 15 jours. L'autre qui vient après, ce rapport, il me le faut pour dans 5 jours. Donc c'est pour moi, dans ma tête, c'est bien le deuxième qui est prioritaire par rapport au premier. Tout à fait. Hein? Mais non, parce qu'en fait, eux, il y a celui qui va sur ce chantier-là, qui est plus gros que celui qui est sur ce chantier-là, et cet ingénieur-là qui est arrivé après. Donc ils ont des codes entre eux. Ouais. Et en plus, un peu masculin, quoi. Il y avait un critère de masculinité aussi. Et donc, voilà. Tout comme quand moi j'arrivais le matin, j'allais à mon bureau, je commençais mes tâches. Ouais, Florence, café. Florence, si. Florence, ça. Florence, je te fais la bise. Florence, je te serre la main. Pour moi, c'est des obligations sociales que je comprends pas. D'accord, tu sais pas si tu dois serrer la main, faire la bise? Ben non, mais pour moi, je viens pour travailler. D'accord. J'ai un emploi du temps, j'ai une charge de travail. Je viens pour la faire, cette charge de travail. Je connais les moyens de la faire et je sais que je vais y arriver. Mais tout ce qui vient à côté, quand on me demande de faire des cafés ou quand on veut m'offrir un café, je vois pas l'intérêt. Je suis là pour travailler. Je vais pas aller boire un café, parfois même si un café, alors que c'est pas l'heure de la pause. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est comme ils sont peut-être plus anciens, tu te sens un peu obligé de suivre vu que voilà. Et puis toi les codes, ouais, c'est ça. Toi, t'as des soucis justement sur les codes sociaux. Parce que moi, le travail, c'est le travail. Ouais, ok. J'y vais pour travailler, j'y vais pour percevoir un salaire que je mérite par mon travail. Et ouais. Après, il y en a qui venaient me faire la bise pour me dire bonjour. Pour moi, c'est quelque chose d'affectif, la bise.
Ah, et pas de travail. D'accord, je comprends ce que tu veux Toi, dire. sur le lieu du travail, pour moi, on vient pas m'embrasser, Florence, ça va, voilà, je t'embrasse, je te fais la bise, ou bon, je vous serre la main. Moi, combien de fois un homme s'est présenté devant moi en me tendant la main? Et moi, non, moi, toi, moi, je Ah ouais, suis en retrait. d'accord. Ben non, mais pourquoi oui, il faut un but. D'accord. Bah après, c'est vrai que ouais, c'est vrai, c'est vraiment les codes sociaux. Moi, j'ai eu plusieurs patrons qui, voilà, tous les matins, ils faisaient le tour de tous les employés, ils leur serraient la main, ouais, ils leur disaient bonjour, Oui, ça va bien aujourd'hui. oui, C'est tout. Tu as juste bonjour. oui, mais là, je comprends. Parce que Ouais, c'est le patron qui vient dire bonjour à tous ses employés. ouais, C'est-à-dire que pour moi, c'est une marque de bienveillance. C'est une marque pour dire, vous travaillez, mais je suis là aussi au travail. d'accord, ouais. Et à chacun de vous, je vous connais, à chacun de vous, je dis bonjour. Pour Ok. moi, c'est bienveillant. Ouais, d'accord. Pour moi, c'est un bon patron qui fait ça. Et après, si c'est les salariés qui arrivent, te disent bonjour, c'est vrai que j'avais eu une usine où c'était ça, le patron faisait le tour, mais tous les employés, c'est pareil, hein, ils venaient, ils te faisaient la bise. Oui, oui. C'est ça que tu trouves, du coup, Bah, moins... c'est-à-dire que c'est redondant, quoi. Ah oui, c'est sûr. Ce syndrome a été décrit pour la première fois en 1943 par le pédiatre viennois Hans Asperger, puis remis en valeur par la psychiatre Lorna Wing en 1981. Il a enfin été reconnu officiellement en 1994 par le DSM-4, un manuel de diagnostic américain de l'Association psychiatrique américaine. Tout à l'heure, tu parlais de d'insensibilité au niveau du son et tout ça. J'ai travaillé dans des usines et un boulot répétitif et bah, il y a toujours le bruit et tout ça. Et est-ce que toi, tu aurais pu bosser dans ce genre de conditions-là, en fait? Non, j'aurais absolument pas du tout pu travailler en usine, pas par rapport à la tâche que j'aurais eu à accomplir. Si on m'avait expliqué la finalité de ce que je faisais, mais par rapport à tout l'environnement, parce que dans une usine, il y a des bruits, il y a des odeurs, il y a des lumières différentes, j'imagine, hein, des gros spots ou pas, des allées et venues, des portes qui s'ouvrent, qui se ferment, des bruits, oui, des machines, des vapeurs. Ou alors, il aurait fallu que je rentre vraiment dans ma bulle, que je fasse des gestes automatiques. Ben, bah, ça, c'est sûr qu'en usine, on fait des gestes automatiques. Il y a beaucoup le tapis. Le tapis, c'est Oui, toute la journée la même chose, quoi. voilà. Ça passe, ça passe. Oui, oui. Mais alors après, je serais devenue un zombie si j'avais dû le faire, je pense. Parce que... Non, mais je pense que j'aurais pas pu le faire. Ben, Parce disons, que rien que déjà, toute ouais. l'énergie que ça me demanderait d'occulter tout l'environnement, imagine que je dois mettre une blouse. Oui. Déjà, la matière de la blouse. Alors, il n'y a pas que la blouse. Tu veux que je te numère tout? L'étiquette de la blouse. Il y a les bottes, il y a les manchettes, il y a le masque, il y a la bonnette, il y a les tabliers s'il y a besoin, les gants, enfin il y a tout ça. Hein. Déjà, moi, les odeurs au niveau des plastiques, du latex, du caoutchouc. T'as ça, déjà, et les puis... bottes en caoutchouc, les gants en latex, tout ça, Oui. moi, je tombe par terre. Hein. Ah, ben t'aurais pas pu travailler. Je peux pas les sentir, ça, ouais. Je tombe par terre. D'accord. Ça me fait un haut le cœur, je tombe dans les pommes. Ouais, tellement donc c'est violent. c'était pas vraiment fait pour toi. Parce que je pensais au niveau sensorialité, donc l'acoustique. Il y a forcément, tu sais, il y a ce qu'on appelle les EPI, c'est-à-dire les équipements de travail en fait, Oui. où tu as les casques. Quand il y a trop de bruit, tu as les casques ou les... Voilà. Mais au-delà de ça, tu as toutes ces odeurs. Ça, c'est sûr, les odeurs, il n'y a rien, quoi. Hein. Oui, oui. Et encore, ça m'est arrivé de porter un casque pour écouter de la musique, justement. Et j'ai dû l'enlever parce que la matière qui porte sur l'oreille, elle me brûlait, je la supportais pas. Ouais, d'accord. Ouais. Ben ouais, donc là, ouais, ça aurait été compliqué pour toi en usine, effectivement. Oui, ça aurait été compliqué. D'autant plus que moi, je fais de l'hyperacousie. Oui.
Donc l'hyperacousie, tu nous donnes une toute petite définition? Parce que Oui. je ne savais pas ce que c'était au début. Hyper, c'est amplifié, et acousie, c'est le son, hein, l'acoustique, ce qu'on entend. D'accord. Donc j'entends les sons ils sont amplifiés en fait. Je me suis fait tester parce que j'avais beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Depuis toujours, je me suis fait tester il y a environ 25 ans et tous les sons que j'entends qui rentrent dans mon oreille gauche sont à 83 décibels et dans mon oreille droite à 60 décibels. Et la moyenne, tu connais la moyenne? Non, je sais pas en fait parce que voilà, j'ai même pas cherché. Mais j'ai l'impression que c'est quand même pas mal 83. Hein. Ah ben 83, en fait quand tu vas en boîte, c'est 80 le maximum. Ah oui, d'accord. Sinon après tu risques d'avoir des acouphènes. Là les acouphènes c'est des sifflements ou des bourdonnements dans les oreilles. D'accord. Mais ça c'est physiologique en fait. Ok, ouais. Moi j'ai l'hyperacousie, c'est-à-dire que comme j'ai une hypersensorialité, tout ce que je ressens c'est à 50 000 % en fait par rapport à quelqu'un. Ouais, c'est super amplifié. Ouais. Oui. Ouais, t'es toujours en boîte de nuit quoi. Oui, c'est pour ça que c'est très difficile. Ça a toujours été très difficile pour mon entourage de comprendre en fait. Parce que c'est incompréhensible pour quelqu'un qui ne le vit pas. Mais alors, du coup, moi je parle fort en général, c'est ce que me disait Lou tout le temps. Oui, tu parles fort, mais ton timbre de voix n'est pas aigu. D'accord. Donc moi je peux, c'est comme si je faisais un réglage. Surtout que tu parles fort, tu as un débit rapide. Mais comment dire, c'est rapide et délié, c'est pas rapide et saccadé avec des mots mangés, c'est bien articulé. D'accord. Donc pour moi ça va, je le sais. Bon, Ouais. La première fois que je t'ai parlé, ça m'a un peu... Mais après c'est comme un réglage que moi je dois faire, moi je dois m'adapter aussi. D'accord, ouais. Hein, puisque c'est un défaut que moi j'ai, c'est pas un défaut que toi tu as. Donc si moi je veux converser avec toi, il faut que je m'adapte. C'est pas à toi de parler moins fort, puisque naturellement tu parles comme ça. Si moi je te demande de limiter... Ça va être compliqué pour moi. C'est impossible. C'est ça. Et c'est quelque chose que je te demanderai pas. Donc du coup, moi je le sais, comme tout, c'est comme tout. Je scénarise, là, on est ensemble toute la journée. Je le savais, je l'ai prévu hier soir. Voilà, j'ai tout prévu ce matin. Comme tout, à partir du moment où je scénarise, je sais que tu n'as pas d'odeur, sauf celle de ton shampoing quand tu prends ta douche. Ah bon? Oui, qui est très désagréable, mais à laquelle je me fais. C'est vrai? Ah oui, oui. Bon, je me doucherai pas alors quand je viendrai. Mais non, mais au contraire, je t'explique Ouais. que c'est à moi. C'est ce que je t'expliquais dans la première vidéo. C'est que si moi, je veux faire partie de ce monde, je connais mes handicaps, c'est à moi de m'adapter, tu vois. D'accord. Si je veux avoir des interactions sociales, c'est pas un défaut, ça fait partie de ta personnalité. Ok. En fait, c'est l'exemple pour expliquer ta sensibilité auditive. Oui. Ok. D'accord. Ok. Donc ça va pour ma voix. Je suis contente. Si, c'est très bien ta voix. Pour plus de simplicité, on parle désormais de TSA, trouble du spectre autistique. Le syndrome d'Asperger possède ses propres critères de diagnostic et il est beaucoup plus fréquent que l'autisme classique. On peut le diagnostiquer chez les enfants qui n'ont jamais été considérés comme TSA auparavant. Alors, on va prendre un petit cas concret maintenant. Oui. Moi, par exemple, quand je vais chez le médecin ou quand je vais dans une salle d'attente qui a du monde avant moi, bien sûr, je dois attendre. Oui. Et bon, moi, la plupart du temps, je prends un bouquin ou je joue sur mon téléphone. Et toi, est-ce que tu fais dans ton profil atypique ou Asperger, est-ce que toi aussi, comment tu réagis dans la salle d'attente? Déjà, le gars, il n'est pas à l'heure. Oui. Moi, en fait, si tu veux, c'est comme dans tous les aspects de ma vie, en fait. Dans toutes les situations de ma vie, il y a toujours ces trois caractéristiques qui s'imposent à moi. C'est que je prends rendez-vous chez le médecin.
Par exemple, la dernière fois, j'avais pris rendez-vous 17h20. 17h20, moi j'arrive environ 5 minutes avant et il y a déjà 6 personnes avant moi. Mais je ne sais pas si elles vont passer après moi, si elles vont aller voir un autre médecin, donc moi j'attends. La porte du cabinet s'ouvre, une personne sort et une personne dans la salle d'attente rentre. Donc du coup, je comprends tout de suite que je ne vais pas passer à 17h20. À partir de ce moment-là, tout ce que j'ai prévu de faire, c'est-à-dire 17h20, ma consultation qui dure environ 20 minutes, marcher jusqu'à la pharmacie, prendre mes médicaments s'il y en a, rentrer chez moi, faire telle chose après, tout ça, ça tombe à l'eau. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut absolument que ce temps que je dois gérer, mais dont je ne connais pas la durée, parce que ça peut être une demi-heure d'attente, 1 heure d'attente ou 2 heures d'attente, je sais pas. Chez les médecins, ouais, c'est clair. Eh ben, il faut que je me l'approprie, que je le gère et que j'en fasse quelque chose. Et souvent, dans ces cas-là, je rentre dans ma bulle pour essayer, parce que aussi, à cause de cette hypersensorialité, je suis parasitée par les autres personnes dans la salle d'attente, c'est-à-dire les odeurs qui émanent des gens, les odeurs de shampoing, d'eau de toilette, de pieds dans les chaussures, des odeurs de cuisine sur les vêtements. De fumeurs peut-être ou autre. Oui, de fumeurs, tu as entièrement raison, de fumeurs. Leurs mouvements, s'ils bougent, s'ils se lèvent, s'ils parlent, s'ils toussent, tout ça, c'est des choses que moi je prends en pleine figure, en fait, il faut que je gère. Donc tout ça, ça fait qu'il faut que je l'appréhende. Et donc pour sortir de ce qui vient de l'extérieur et qui m'assaille, souvent je focalise mon attention et je compte, ou je trie, ou je range dans ma tête des choses. Et là notamment, il y a un panneau chez le médecin avec beaucoup de notices hein, sur les différentes maladies, les rendez-vous, tout ça. Et moi je les regarde et dans ma tête je les trie, je les classe, je les aligne, je les désaligne. Voilà. Et une fois que j'ai fait tout ça bien comme il faut, enfin, maintenant je sais que c'est une pathologie de faire ça, depuis que je sais que je suis Asperger. Mais avant, pour moi, c'était une chose naturelle. Je ne savais pas que les autres ne le faisaient pas. D'accord, oui, tu pensais vraiment être dans la norme et que oui. tout le monde faisait ça en fait. Quand j'attends dans la salle d'attente, une fois que j'ai fait ça, après ça m'arrive de regarder les gens et de classer leur coiffure, s'ils ont les cheveux longs, les cheveux courts, leurs vêtements, combien il y en a qui ont une veste, combien il y en a qui ont un pantalon, tu vois, je fais des choses oui, c'est vrai comme que ça. Ouais, c'est super précis en fait. Ouais. Oui, ça me permet de me focaliser sur des choses que je peux rendre précises, que je peux rentrer dans un cadre, tu vois, que je peux rationaliser en fait. Parce que l'extérieur m'envahit tellement, j'ai tellement de mal à le gérer. Et, ou alors, je compte aussi les carrelages, je regarde un peu leur taille, parce que là ça fait une grande allée chez le docteur. Une allée de 3 rangées comme ça en longueur de carrelage. Ah oui, tu connais, tu te souviens du nombre en plus. Oui, je les compte, tout ça. Et c'est comme ça que j'arrive à aller au bout en fait. Et ça c'est quelque chose que je fais, comme par exemple quand je regarde la télé, quand je regarde des films. Ça m'arrive très souvent quand les gens montent un escalier ou descendent un escalier, ou même quand il y a un escalier, je compte les marches, je compte les fenêtres, les vitres des fenêtres. Ah oui, d'accord. Enfin, détail. Je compte beaucoup de choses aussi, je classe beaucoup de choses en même temps que je regarde le film. Ouais, ok. En fait, tu fais deux actions finalement. Ouais, tu t'imprègnes de l'histoire et tu comptes. Oui. Ok. Oui. Par contre, alors juste un petit détail, la salle d'attente, ouais, je comprends qu'il y a toute cette angoisse de ton côté hypersensible avec les odeurs, les bruits, tout ça. Même, j'imagine que les téléphones aussi te gênent. Ah bah oui, c'est... Ouais, c'est ça. Oui. Mais parce que maintenant, en plus, on se permet de téléphoner. Ah oui, les gens, ils parlent... Oui. Ouais, c'est ça. Oui. Par contre, le film, tu es quand même chez toi, tranquille.
Mais c'est une espèce de... C'est comme une espèce de gymnastique intellectuelle. En même temps que je regarde la scène, s'il y a des escaliers, des vitres, des plantes alignées, ou des fois si c'est des scènes dans des maisons, s'il y a des épices alignées, ou les rideaux, les plis des rideaux, je sais pas, c'est instinctif. Ça m'amuse de les compter. Je me rends même pas compte que c'est pas normal. Mais je l'ai toujours fait en fait. Ok, ouais, d'accord. Bah, écoute, si ça te permet de bien appréhender ton... Maintenant que tu le sais en plus... Oui, maintenant que j'ai eu ce diagnostic, je sais que c'est pas normal de faire ça en fait. Enfin, oui, mais bon, que tu tout vas le pas... monde ne le fait pas. Les bons côtés du syndrome d'Asperger. Une grande honnêteté, la fidélité dans les rapports humains, de la fiabilité et de la loyauté. L'absence de préjugés, une pensée originale et dans certains cas des intérêts spécifiques. Dans un environnement propice, une extraordinaire volonté de s'adapter à la norme, au prix d'efforts considérables, ce qui permet une bonne évolution. La capacité de percevoir et de mémoriser les détails peut leur permettre d'exceller dans certains métiers. Et est-ce que du coup, maintenant que tu sais que tu as Asperger et que tu as ce truc-là, cette petite... oui. ce petit... Comment on va dire? C'est chouette, ce truc. Ouais. Un truc, un toc. Oui. Est-ce que tu continues quand même à le faire? J'essaye de moins le faire parce que j'essaye d'être plus dans une vie qui va être de plus en plus éloignée de toutes ces choses automatiques que je faisais pour être de plus en plus naturelle, pour découvrir qui je suis en fait. Maintenant, quand je suis face à une situation, je sais en tant qu'Asperger comment je vais réagir. Donc auparavant, quand j'y pense pas toujours, mais quand j'y pense, je me dis voilà, en tant qu'Asperger, tu vas réagir comme ça. Ce n'est pas la meilleure des façons d'agir. Maintenant, tu sais que tu peux agir autrement, mais il faut que tu trouves comment tu peux agir autrement pour être le plus toi-même possible. Tu vois, Okay. Il faut que dans ma tête, je défasse des mécanismes automatiques que j'ai enclenchés pour en enclencher d'autres qui seraient plus naturels. Ok, ouais. C'est toute une déprogrammation que moi je dois faire moi-même. Et d'ailleurs, quand j'ai eu mon diagnostic d'Asperger, la psychologue, elle m'a proposé justement, après le diagnostic, il propose ça, c'est d'aller voir des spécialistes des comportements cognitifs, de tous ces comportements-là, pour que eux, ils m'aident à décoder mes propres mécanismes pour enclencher des mécanismes plus naturels. Et j'ai refusé cette aide-là pour l'instant, parce que je préfère essayer de le faire seule. Mais si je vois que dans certains domaines de ma vie, ça va pas trop bien, peut-être que j'irai demander de l'aide, sachant que je peux avoir de l'aide. Mais dans un premier temps, je préfère m'analyser moi, plutôt que de passer par une analyse de quelqu'un d'autre qui va me dire dans ce cas-là, il faut que tu agisses comme ça. Je préfère moi essayer seule. Ok, d'accord. Comment reconnaître un syndrome d'Asperger? Les classifications internationales s'accordent sur les caractéristiques principales suivantes. Des difficultés dans le domaine des relations et des interactions sociales, c'est-à-dire se faire des amis, comprendre les règles tacites de conduite sociale et les conventions sociales, attribuer à autrui des pensées ou se représenter un état émotionnel. Une difficulté à reconnaître les émotions et à les gérer. Des particularités dans la communication verbale et non verbale, c'est-à-dire ton de la voix, langage précieux, difficulté à comprendre les métaphores, le sens figuré, l'ironie, contact oculaire pauvre, difficulté dans la conversation et la réciprocité émotionnelle.
Dans le domaine de la compréhension, c'est-à-dire le détail prime sur le global, difficulté d'accès au sens, une compréhension essentiellement par des moyens visuels ou tactiles et non abstraits, des intérêts restreints, en nombre ou très fort en intensité, répétition de cet intérêt, de la maladresse motrice, un besoin de routine et une difficulté d'adaptation aux changements et aux imprévus, une tendance au comportement répété et stéréotypé, des perceptions sensorielles souvent exacerbées, par exemple hypersensibilité au bruit, à la lumière, aux odeurs, intolérance à certaines textures. Cette surcharge sensorielle peut varier en intensité et dans le temps. Tu disais que quand tu étais plus jeune, il te fallait, on te disait tu fais ça et tu le faisais, tu prenais pas trop d'initiatives, mais là, d'après ce que je comprends, tu essayes de prendre l'initiative de toi t'aider et de t'imposer des choses sans avoir besoin de l'aide de l'extérieur. Toi, si on te dit fais telle chose, tu vas la faire. Moi, je vais la chose avant de la faire. Je vais la disséquer, je vois tout partiellement. Pour moi, c'est plein de petites informations, tu vois, que je mets bout à bout, et ça fait donc ce que je dois faire. Comment t'expliquer? Une action, elle est toujours composée de différentes choses. Ouais. Donc, mais toi, quand on te dit fais telle chose, tu la fais. Tu vas, tu la fais. Moi, je la décompose dans ma tête. Je la vois décomposer, l'action. Ok. Je vois ce que je vais mettre en jeu pour la faire. Les compétences dont tu as besoin. Voilà. Pour, ouais, ok, voilà, je tu vois. vois, dans ma tête, c'est pour ça que je ne suis pas rapide. C'est pour ça qu'on m'a souvent dit, mais t'es molle, t'es lente, mais réveille-toi, secoue-toi, sors-toi les doigts du... tu vois. Ouais, Parce okay. que moi, il faut que je décompose tout dans ma... Enfin, ça se fait comme ça, quoi. J'y peux rien. Je décompose tout, je synthétise, je sais ce que je vais faire et je dois aussi savoir à quoi va servir ce que je vais faire. Si c'est pas bien, je refais. Si c'est pas bien, je refais. Si c'est pas bien, je refais. Ok, la perfection en fait. Voilà. Mais là, quand je te parlais de ne pas passer par une aide pour gérer, c'est au niveau intérieur, personnel. Ok, Hein? d'accord. C'est moi dans mon fort intérieur, je veux m'analyser. En fait, si tu veux maintenant, je peux dire que pendant 60 ans, je me suis vécue comme une personne inadaptée, inapte, à côté, voilà. Ok, ouais. Décalé par rapport à la normalité, quoi. Décalé, anormal. Atypique. Voilà. Asperger. Et maintenant que je sais donc que j'ai cette particularité, moi, Florence, j'ai pris cette initiative pour moi-même de me voir de deux façons. C'est-à-dire dans une situation, comment je réagirais en tant qu'Asperger, puisque je sais très bien comment je vais réagir dans une situation, et comment faire pour réagir autrement, le plus naturellement possible, en sortant justement de ce syndrome d'Asperger. Ok. D'accord. Cette dénomination demeure en usage dans le langage courant, en dépit d'un changement dans la classification officielle en 2018. Il est défini cliniquement en 1981 par Lorna Wing à partir de la psychopathie autistique écrite en 1944 par Hans Asperger. Alors dans les comportements atypiques, on parle aussi d'intérêt restreint. Oui. Alors ben, moi je sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que tu peux m'expliquer du coup? Oui, alors moi du coup je savais pas non plus ce que c'était. Bien sûr les intérêts restreints. Ah oui. Hein, moi ce que je sais, enfin maintenant j'ai compris, c'est que moi j'ai un cerveau qui a toujours besoin de se nourrir de nouvelles informations. Ce qui fait que j'ai toujours des intérêts nouveaux.
Mais ces intérêts nouveaux, je les approfondis vraiment à 100%. C'est-à-dire que je vais m'intéresser pour un objet ou un sujet et je vais tout apprendre dessus, jusqu'à me former. Ça m'est arrivé, par exemple, de m'intéresser sur comment on fait des bougies. C'est un truc basique. Ouais, ok, un petit objet, quoi. Voilà, une bougie, comment... Et moi, ça m'a tellement intéressée et fascinée que j'ai appris, depuis l'origine, comment on s'éclairait dans le temps. Ah ouais, t'es allé loin dans, Voilà. dans le sujet. Comment on fabriquait les flambeaux dans le temps, tu sais. Ouais. Voilà. Et avec quelle cire on fait des bougies. Et ça m'a tellement passionnée, j'ai passé un diplôme pour être cirière. Ah oui. C'est-à-dire faire des bougies. Voilà, c'est comme ça. Et ces centres d'intérêt-là, si tu veux, je me focalise tellement dessus que ça peut durer des semaines, mais ça peut aussi durer des mois. Ok. Tant que t'es pas allé au bout du sujet, voilà. Tu continues. Voilà. Et tu peux me poser des questions sur le sujet. Quand j'étudie le sujet, vraiment, je peux te répondre à toutes les questions. Et quand j'ai obtenu ce sentiment dans ma tête d'avoir toutes les informations sur le sujet, et bien après, je focalise mon attention sur un autre sujet. Mais celui-là, est-ce que tu es toujours dessus? Non, celui-là, je l'ai fait. J'ai suivi ma formation, j'ai mon diplôme. Si je veux, demain, je peux ouvrir un commerce et être cirière. Je pourrais, il n'y a pas de problème. Ouais, mais tu continues de faire des bougies ou pas du tout? Ah non, c'est terminé. C'est ça le truc, c'est que l'intérêt restreint, pour moi, c'est-à-dire que tu focalises ton attention et ça fait que tu n'as plus d'intérêt pour le reste. Ok. Tu vois? Mais une fois que tu as assouvi ton besoin d'apprendre, de connaissances sur ce sujet, après tu passes à un autre. Ah, ok, donc tu fermes la porte, tu fermes le livre. Voilà. Et tu passes à un autre livre, quoi. Mais ça va jusqu'à vraiment se former. Moi, j'ai même été jusqu'à construire un commerce, jusqu'à aller chercher des locaux. Et le jour où j'avais trouvé le local, pour moi, j'étais parvenue à la finalité, c'est-à-dire connaître le sujet, trouver le local, me lancer. Et une fois que ça c'est fait, je suis satisfaite, mon cerveau est satisfait et je passe à autre chose. Et ça a été comme ça toute ma vie, ce qui fait qu'on m'a toujours dit mais t'es complètement instable en fait. Ah, ok. Tu veux une chose et tu veux une autre. Mm. Et pour moi, j'étais pas instable. Pour moi, c'était une chose naturelle. Je me rendais même pas compte que oui, ça peut être une forme d'instabilité pour l'extérieur. Ok, d'accord. Donc ça, c'est une des particularités atypiques. Oui. Ouais. Si ça se concrétisait par des diplômes, parce que moi, j'aime apprendre énormément. J'adore apprendre. Mais il y a des personnes pour qui ça se traduit par acheter, par exemple, il y a des gens qui vont se passionner pour des trains ou des petites voitures de collection d'une certaine époque et qui vont en avoir des centaines, voire des milliers, qui vont acheter des livres, des manuels, tu vois. Ouais, des collectionneurs. Voilà. Mais ok. En collectionnant, mais en étant à 100% pointu dans le sujet, tu vois. Ouais, très perfectionniste, ils savent ce qu'ils veulent. C'est un sujet, il faut vraiment que tu te l'appropries le sujet et tu focalises toute ton attention là-dessus. Ok. Et après, tu passes à un autre sujet. D'accord, ouais, ok. Mais ça, c'est le cerveau qui demande ça, en fait. Le cerveau, il demande toujours à être nourri de nouvelles informations. Ok. Du coup, tu dois avoir plein de diplômes. J'en ai quelques-uns. D'accord, ok. Qui me servent à rien, mais qui... Ouais, mais c'est une culture que tu as acquise aussi, et c'est bien aussi. Oui. Hans Asperger emprunte le terme d'autisme à Eugène Bleuler
pour décrire 4 enfants chez lesquels il observe des troubles de la communication, de l'empathie et une tendance à considérer les autres personnes comme des objets. Il note également leur difficulté à se faire des amis, des conversations unilatérales, une absorption intense pour un sujet particulier et de la maladresse physique. Il surnomme ces 4 enfants ses petits professeurs. Il met en évidence la cohabitation de points forts tels que l'intelligence et la créativité et de points faibles tels que l'impossibilité à s'habiller seul. Il insiste enfin sur la relative fréquence de ce qu'il décrit, la psychopathie autistique n'étant d'après lui pas du tout rare. Oui, je pense que j'ai eu beaucoup de chance en fait quand j'étais adolescente d'être tombée sur des jeunes garçons bienveillants parce que j'ai ces particularités, c'est de prendre les mots dans leur sens littéral. Et donc moi je ne vois pas une pensée derrière un mot. J'entends le mot et en général les garçons quand ils flirtent pour charmer ils vous disent des belles choses et je pense que oui, je remercie le ciel parce que je pense que j'aurais pu être victime de prédateurs. Ouais, c'est sûr. Oui, exemple de gentils mots, tu es jolie, des choses comme ça. Voilà, tout ce qu'on dit, tu es charmante, tu me plais, je t'aime, je suis amoureux, voilà, tu m'intéresses. Parce que moi je suis forcément naïve. D'accord. Puisque je ne sais pas concevoir des choses. Je ne fais pas de conjecture, j'interprète pas. Donc je prends ce qu'on me dit pour argent comptant, donc forcément ça fait de moi quelqu'un de naïf. Ça c'est au niveau du parler, mais il y a aussi au niveau peut-être oui. Des regards ou autre. Oui, je sais pas non plus quand je suis avec quelqu'un dans les interactions sociales ou quand je suis avec un homme par exemple ou une femme. Mais là pour ce qui est des prédateurs, c'est vrai que je ne sais pas interpréter le comportement des gens. Je ne sais pas interpréter un visage, une expression d'un visage, un regard. Je ne sais pas les interpréter. Okay. Ce que je sais faire, c'est comme je suis hyper sensible, je peux ressentir si une personne elle est triste, si une personne elle est en colère, si une personne elle est émue, mais sinon tout ce qui est du domaine en fait des relations sociales, je ne sais pas les interpréter. D'accord. Genre une tête triste, tu ne sauras pas dire qu'il est triste. Non. Si c'est vraiment une personne qui est dans le chagrin, alors là je vais le ressentir. Oui, mais ça peut être justement quelque chose de bien, genre quelqu'un qui veut te mentir sur ses sentiments, qui te fasse un petit rictus ou quoi. Tu sentiras vraiment son âme et non pas son visage, évidemment. Tu le ressentiras plus. Tu ressentiras la vérité, quoi. S'il te ment, tu le sentiras direct. Ça dépend si c'est un vrai menteur. Si c'est vraiment dans l'attitude de la personne de me mentir, si ça lui fait partie de lui, il n'y aura pas forcément quelque chose au niveau émotionnel qui va émaner. Ouais, et puis derrière, s'il rajoute des mots... oui. Ah ouais, d'accord. Parce qu'un prédateur, c'est vraiment quelqu'un qui voit sa proie. Hein, parce qu'on est une proie quand on est une jeune fille. Donc un prédateur, il va pas aller vers quelqu'un qui va lui répondre. Ouais. Il va vers quelqu'un, c'est un prédateur, c'est comme une lionne, un tigre. Il va vers une proie qui est la plus faible, hein, en général. Quand le prédateur, il me dit, dans la situation où je suis avec un prédateur, quand il me ment pour me dire je te trouve belle, je suis amoureux, bon déjà moi je prends les mots au sens littéral, mais comme lui c'est une construction qu'il a fait, c'est un personnage qui joue, donc il n'est pas dans l'émotion, donc il n'y a rien qui émane de lui, à part ce côté enveloppant du prédateur, qui pourrait être un côté protecteur, un côté aimant,
un faux côté, tu vois. Je pourrais pas détecter. Non, je pense pas. Après, si je rencontre quelqu'un qui est dans la peine, je peux ressentir sa peine, ou quelqu'un qui est très heureux, mais dans un autre contexte, en fait. D'accord, ouais. Pas un contexte d'amour, en fait, enfin de passion. Ouais, pas à cette époque-là, non, j'aurais pas su à cette époque-là. Mais du coup, maintenant que tu le sais, que tu as Asperger, que tu as ce problème-là, tu n'auras plus jamais de problème. De toute façon, c'est vrai que les prédateurs, ils prennent surtout des jeunes. Oui, oui, oui. Non, mais maintenant, de toute façon, non. À l'âge que j'ai, je saurais, oui. Je saurais me préserver. Ouais. C'est-à-dire que je saurais, parce que je vais toujours quand même prendre les mots dans leur sens littéral, puisque moi je les connais que comme ça. Et parce que pour moi, le mot amour, c'est presque comme une vue de l'esprit, en fait. J'ai eu 2 compagnons dans ma vie, avec qui j'ai vécu longtemps, chacun, et pour qui j'ai éprouvé des choses dont je disais que c'est de l'amour, parce qu'il faut le nommer, mais en fait je sais même pas si j'ai éprouvé de l'amour, en fait. Je sais pas ce que c'est. Pour moi, c'est une vision de l'esprit. Ok. Tu sais pas si vraiment tu as été amoureuse dans ta vie, quoi. Je sais pas, j'ai éprouvé des choses, mais je sais pas s'il faut mettre le mot amour dessus, ou affection, ou attirance. Ouais, d'accord. Je sais pas. Donc je continuerai, si je rencontrais à mon âge quelqu'un qui veuille me séduire, un prédateur, je pense que je continuerai à prendre son langage au sens littéral, mais maintenant je me méfierai, puisque je sais que je pourrais être une proie possible, et je lui demanderai peut-être des garanties sur son honnêteté. D'accord. Mais je dis pas que je pourrais pas être la proie encore, mais je sais maintenant que je pourrais éviter le problème, justement, en essayant de demander des garanties, voilà, parce que j'ai justement ce recul-là. D'accord. Voilà. Quand tu dis que tu n'arrives pas à voir le faciès des gens, ce qu'ils ressentent exactement, c'est comme quand tu m'as dit, par exemple, que tu n'arrivais pas à me regarder dans les yeux, tu regardais le coin de mes lunettes. Oui. Du coup, est-ce que tu peux m'expliquer ton ressenti? Je pense que c'est un évitement, parce que justement je ne sais pas interpréter, si tu veux, ton expression. Donc ça me met mal à l'aise. Bon, je sais que c'est bien de regarder les gens dans les yeux, on dit que c'est une preuve d'honnêteté, de sincérité. Mais moi, comme je ne sais pas interpréter ton attitude, ta mimique, ton expression, pour moi c'est impossible de te fixer. Moi je dois savoir où je vais, ce que je fais. Tu vois, il faut... Voilà. Donc ça me déstabilise. Donc du coup, je suis dans l'évitement. Je regarde pas ton regard puisque je ne sais pas l'interpréter. Donc je regarde tes lunettes, tes sourcils, ton menton, un peu à gauche, un peu à droite. Regarde-moi dans l'objectif. Et en général, les gens s'en rendent pas compte, quoi. Ah, moi je m'en rendais pas du tout compte, c'est pour ça que je voulais que tu me dises. C'est un évitement automatique, quoi. D'accord, ouais. Oui. Mais on a l'impression que tu nous regardes quand même. Oui, mais je te regarde quand même à droite, à gauche. Bon, ah ouais, tu vois. Et puis, mais c'est bien, ça te permet justement d'être à nouveau un caméléon, je veux dire, à te fondre, à faire comme les gens, quoi. Oui, oui. Et puis comme je parle beaucoup avec les mains. Ah oui. T'as remarqué? Un peu. Ça aussi attire le regard de la personne qui est en face de moi. Exact. Donc c'est un autre évitement, en fait, si tu veux. Exact. Donc, c'est vrai. Mais c'est une espèce de tactique de caméléon, en fait. Hein. Ouais, de faire ça. Oui, je trouve un évitement dans le fait d'attirer l'attention de l'interlocuteur sur ma gestuelle. Bon. Ok, merci. Lorsque j'ai une démarche à faire, je construis un scénario dans ma tête.
et je répète à l'avance ce que je vais dire. Je me parle à moi-même. Cela m'aide à gérer mes émotions, réfléchir et classer ce que je vois, entends ou ressens. Souvent, je me redis à voix haute des phrases qui m'ont blessée pour les comprendre et les caser quelque part dans ma tête. Ou bien des phrases que je trouve belles. Cela me réconforte quand je suis anxieuse. Il y a un thème qu'on n'a pas encore abordé, c'est au niveau de ta vie personnelle avec ta vie intime, ta vie amoureuse. Oui. Avec des, est-ce que tu as eu des compagnons? Oui. Oui, ma vie de couple. Ta vie de couple, ouais, Oui, c'est ça. Oui, j'ai eu 2 compagnons. D'accord. Dans ma vie. Deux hommes aux personnalités complètement différentes. Le premier, je l'ai rencontré, j'avais environ 15 ans et demi, 16 ans. Ah, très jeune. Oui, il était beaucoup plus âgé que moi. Ok. Il avait dépassé la trentaine. Et c'était quelqu'un de très pieux, très spirituel, très intelligent. Un ascète en fait, qui vivait des ascèses. Et mon deuxième compagnon, alors lui c'est une personnalité complètement différente. Quelqu'un d'entreprenant, extraverti, constructif, un bâtisseur, très dynamique, avec beaucoup d'autorité naturelle. D'accord. Et même physiquement, c'est 2 physiques différents. Le premier était très fin, pas grand, blond. Et le deuxième, grand, fort, brun, très masculin. C'était vraiment 2 hommes complètement différents. Dans les faits, en fait, dans la vie de couple, la vie quotidienne, l'un ou l'autre me faisait exactement les mêmes remarques sur le fait que j'étais inadaptée à la vie de couple. Parce que, en fait, la vie de couple, elle est impactée par les 3 particularités, c'est-à-dire dans le domaine des interactions sociales, du comportement, et puis de l'hypersensorialité. La vie de couple, vraiment, c'est impacté par ces 3 handicaps que j'ai. Donc forcément, les 2 me faisaient les mêmes remarques, puisque ce sont 2 hommes qui ont des attentes, pas exactement les mêmes, mais des attentes masculines. Ouais, donc ok. Forcément, dans une vie de couple, tu as forcément les mêmes choses qui reviennent. De ne pas savoir me placer dans l'espace, c'est très souvent que je me cogne, que je lâche des objets, que je casse des objets, que je comprends un mot pour un autre. Dans la vie de tous les jours, avec quelqu'un de normal, ça va de soi que les choses, elles s'imbriquent. Mais moi, avec moi, les choses, elles ne s'imbriquaient pas du tout. Tu savais pas que tu étais Asperger à ce moment-là en plus? Non, je ne le savais pas. Je ne le savais pas, et moi, d'autant plus que moi, j'avais 2 références quand j'ai vécu avec mon premier compagnon, donc j'avais à peine 17 ans. J'avais 2 références, c'est ma maman, qui était une femme très douce, très aimante, très affectueuse, soumise et maltraitée par mon père. Okay. Et une héroïne de roman, Jeanne R. Donc moi je suis partie, voilà quoi, tu sais, comme une jeune fille avec une espèce de fantasmagorie, j'avais pas d'idée, j'étais partie comme ça quoi, pour moi la vie de couple. Donc avec mon premier compagnon, ça s'est mal passé parce que tout simplement, toi, si je prends un exemple concret, quand je revenais du travail, j'étais épuisée, bien sûr, parce que ma journée de travail m'avait épuisée. Ça me demandait énormément d'efforts pour travailler. Pour revenir, je prenais le métro, donc je ne sais pas si tu imagines le métro pour quelqu'un comme moi, c'était horrible. Donc moi, quand je rentrais donc à mon appartement où il y avait mon compagnon, moi, la première chose que je faisais, j'allais directement me coucher. Ouais. Mais forcément, pour lui, c'était aberrant d'aller se coucher à 17 ans, quand on revient du travail, qu'on est en couple et qu'on a des tâches domestiques à accomplir.
Donc il me disait, qu'est-ce que tu fais à manger? Je disais, souvent je lui disais, attends, je me repose, on verra plus tard. Et puis je m'endormais, donc il fallait qu'il vienne me réveiller. Donc il vient me réveiller et il me dit, bon, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce que tu fais à manger? Donc moi, à partir de là, tout se met en branle dans ma tête. Je commence à faire mon petit scénario, parce que moi j'ai besoin d'être cadré, structuré. Ce qui fait que moi je me mets dans ma bulle. Je sais ce que je vais faire à manger et je sais comment le faire. Simplement, je suis dans ma bulle. Et donc, ce qui fait que ça me coupe de lui. Et lui, s'il a un commentaire à me faire qui me dit fais des pâtes au lieu des patates, moi j'entends pas parce que je suis partie pour faire des patates. Voilà. Et donc ça fait qu'il n'y a pas cette belle harmonie, alchimie qui se fait entre deux personnes amoureuses qui se mettent en ménage et qui font voilà avec complicité la cuisine. Moi je suis toujours dans tout ce que je fais. J'intériorise, je suis dans ma bulle parce que je programme tout, c'est mon planning. Donc pour lui c'était vraiment gênant de ressentir qu'il y avait une rupture dans la communication. Parce que des fois, quand tu pousses ta casserole sur la... Moi, la casserole, je la prends, je la remplis d'eau, je la fais chauffer, mais moi, je peux très bien mettre le manche de la casserole vers moi, et puis après, je passe à côté et je me cogne dedans, et je l'envoie valser, tu vois. Quand je suis seule, ça va. Et lui, il te dit, bon, pourquoi tu mets la queue de la casserole, pourquoi tu la mets à gauche? Pourquoi tu la mets pas à droite? Tu sais, des fois, moi, je me mettais en danger aussi. Ok, ouais. Donc, c'est des choses que moi, je me rends pas compte que je fais mal, mais que lui, il voyait. Tout comme, par exemple, étant donné que moi, j'avais un taux de fatigabilité immense, toutes les tâches ménagères me fatiguaient, ne serait-ce que passer l'aspirateur, t'as le bruit, quand je fais un mouvement beaucoup trop longtemps, par exemple quand je tiens l'aspirateur, que je le passe des fois 5-6 minutes, mes mains se bloquent, je peux plus les ouvrir, mes mains. Elles restent bloquées sur l'aspirateur. Ok. Hein. Ah ouais, d'accord. Donc moi, quand par exemple j'avais passé l'aspirateur, je sais bien qu'après avoir passé l'aspirateur, il fallait que je lave par terre, parce que ça fait partie du rituel. Et ben moi, l'aspirateur, je le rangeais même pas, j'allais me coucher. Ah ouais, tellement t'étais crevée en fait d'avoir le fait ça. Bruit, l'odeur, le mouvement, la tension, même au niveau physique, je te dis des fois j'avais mes mains qui bloquaient. Donc lui il arrivait, il me disait mais qu'est-ce que tu fais? Mais je disais toujours pareil, je me repose, je suis fatiguée, je suis épuisée, je me repose. Et il me disait mais tu vas pas laver par terre? Et des fois je lui disais mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de laver par terre quoi? Des fois je pleurais parce que à chaque geste du quotidien, il me ramenait sur mes manquements et c'était justifié en fait ce qu'il me disait. C'était toujours justifié. Et c'était à tel point, j'étais à tel point dans un comportement qui était complètement inepte aux yeux des autres, que il a fait un conciliabule avec sa famille, son père, sa mère et sa sœur, un jour, qui m'ont parlé, qui m'ont dit Florence, ça va pas. Alors, ils ont mis ça sur le compte que j'étais une jeune fille. Oui. Voilà, ils se sont dit, bon, t'es jeune. Pas jeune. chercher plus loin. Non. Donc, ma belle-mère, entre guillemets, sa mère, elle a voulu me faire mon éducation. Et elle a commencé par m'appeler ma fille. Mais ma fille, comme si j'avais été une domestique, tu vois. Okay. Donc, à chaque fois qu'on allait les week-ends chez eux, elle me montrait comment faire la vaisselle, comment ronger la vaisselle, comment laver du linge, comment étendre le linge, comment repasser, tu vois. Et je pense que ça partait d'un bon sentiment. Ouais. Parce qu'il y avait une très grande différence d'âge entre nous. Mais ils ont vite vu que moi j'avais quelque chose, des choses qui se déclenchaient pas dans ma tête. Il y avait les choses, elles s'enchaînaient pas. Par exemple, quand je mettais le linge à laver, pour moi il était lavé, des fois j'allais pas le chercher pour l'étendre. D'accord, ouais. Tu vois, parce que
moi l'action je la fais, et puis si mon attention elle est attirée ailleurs, ça me demande tellement d'énergie que j'oublie ce que je faisais avant. Il suffit que je change de pièce, je retourne pas faire ce que j'avais commencé. Ah ok, tu as déjà terminé la tâche en fait pour toi. Bah, pour moi, que oui, quitté. ouais. Je faisais la cuisine. Lui, par exemple, il était devant la télé à regarder la télé, il m'appelait. Donc moi, j'allais le voir. Il me parlait de quelque chose. Donc, et ben moi, je m'asseyais à côté de lui et je regardais la télé. Et des fois, je faisais brûler. Mais il me disait, mais Florence, tu retournes pas. Et moi, j'avais oublié l'action parce que j'étais dans une autre action. Ok. Donc, c'est impossible pour quelqu'un de vivre avec quelqu'un comme moi. Parce que tout... Oui. Je peux me permettre ou pas? Oui, oui. Moi, je lui aurais dit, bah, tu te lèves et tu le fais, quoi. Oui, mais moi, non, j'avais pas cette réaction-là, moi. Non, non. Parce que tu savais pas aussi. Non, puis ça me serait jamais... Ça ne m'est jamais venu à l'idée de lui dire, mais tu te lèves et tu le fais. Parce que, en fait, si tu veux, c'est une espèce de petit... comment dire, c'est quelque chose qui s'enclenche, tu vois, c'est comme une espèce de tourbillon. Tu rentres dedans, mais c'est très insidieux. Mais il n'y a personne de coupable, hein, ni de responsable, c'est juste quelque chose qui se fait comme ça, malgré toi, malgré moi. Que moi, je suis à la cuisine, je fais une action, il m'appelle, je vais le voir, on parle, ou je fais ce qu'il me demande de faire, et je reste avec lui. Parce que moi, j'ai oublié ce que je faisais. Ouais, okay. Donc je peux pas lui dire, puisque il me dit mais tu sens pas que ça brûle? Donc moi ça me dit ah mais oui j'étais en train de... Ouais, il te rappelle en fait, ouais. Voilà, donc moi je peux pas lui... Ça m'est jamais venu à l'idée de lui dire mais fais-le toi-même. Parce que ça voudrait dire que j'ai conscience de moi-même et que j'ai de la répartie. Et là c'est pas du tout moi ça. Donc... je commence un petit peu à comprendre comment tu fonctionnes. C'est-à-dire qu'il t'a déclenché le fait, il t'a rappelé en fait un événement que tu faisais avant. Oui. Et du coup, ben, toi tu penses qu'à cet événement-là et tu te dis pas, ben, toi tu pourrais le faire non, ou ouais, c'est ça aussi. Non, non, d'autant plus que c'est moi qui suis responsable du fait que ça brûle. Ouais, bon, là je suis pas trop d'accord, mais bon, c'est pas grave. Ça c'est un autre sujet, c'est pas du tout ton sujet. Ouais. Non, non, c'est... Enfin, non, non, c'est pas... Non, non. Il faut bien comprendre que moi, je comprends très bien ce que tu me dis maintenant, que j'ai mon diagnostic d'Asperger, ouais. Parce que je commence à prendre conscience que je suis une femme à part entière, tu vois. Ouais. Et donc, je comprends que toi, qui est une femme, qui a eu une vie de couple, de femme normale, oui, ça va. Elle puisse dire mais c'est complètement... Florence, tu aurais dû te rebeller peut-être un petit peu, mais maintenant je le comprends ça, si tu veux, mais avant je l'envisageais pas du tout. C'est ça, avant d'être, tu savais même pas que tu avais un diagnostic déjà, et donc tu croyais que c'était la norme en fait. Oui, oui, oui. Et puis puisqu'à chaque fois, il me ramenait à mes défaillances, à mon inaptitude. Donc c'était moi qui étais en tort. Lui, il me demande une chose très simple, c'est faire à manger, servir à table, converser avec lui, tu vois, une relation femme-homme normale. Mais moi, je suis complètement inadaptée pour ça, incapable de le faire. Donc le problème, il vient de moi, il vient pas de lui. Bah, si, c'est certain, le problème, il vient de moi, il vient pas de lui. Le problème, il pourrait venir de lui si j'avais eu mon diagnostic et que je me sois présentée à lui quand on s'est rencontrés comme étant Asperger avec des manques. Comprends. Lui, il aurait dit je prends ou je laisse. Tu comprends, mais lui, il a en face de lui une femme normale, une jeune fille normale. Ouais, ok. D'accord, je comprends. Voilà. Donc il me disait mais Florence, mais bouge-toi, mais t'es une grosse feignasse, mais tu comprends rien. Mais t'es molle, mais t'es lente, mais t'es con, mais tu résonnes comme un tambour, mais t'es taré. Parce qu'au bout d'un moment, comme il voyait qu'en moi, il y avait... Il tapait contre moi, mais moi, j'étais dans ma bulle. Moi, je pleurais parce que je lui disais, mais je fais tout ce que je peux, je fais... Mais tu t'imagines même pas les efforts que je fais. Et souvent, il me disait, mais je te demande pas de faire des efforts, je te demande de faire ce que tu dois faire.
en tant que compagne, tu vois. Donc, au fil des années, c'est devenu presque un enfer pour moi, parce que c'était dans toutes les tâches quotidiennes. Et au fur et à mesure des années, bon, ça s'est révélé que oui, sa famille... elle finissait par lui dire voilà, faut pas rester avec elle parce que tu iras nulle part avec cette fille. Il n'y a rien qui allait. Par exemple, le samedi, il partait, donc le samedi matin, on allait faire le marché. Alors moi, faire le marché, pour moi, c'était un enfer. Donc on revenait du marché, moi j'étais épuisée. Et lui, il partait à l'entraînement de football. Donc il partait vers 14 h. Dès qu'il avait fermé la porte, moi je m'asseyais dans le canapé et j'étais dans ma bulle. Et les 3/4 du temps, quand il revenait, 3 h, 4 h après, j'étais exactement au même endroit. Ok, t'avais rien fait en fait parce que t'étais... Si on avait mangé et qu'il était parti, j'avais pas débarrassé la table, rien. Okay. Des fois, j'avais pas fait le lit parce que je pouvais pas. Okay, ouais. Rien que d'être allé marcher à pied pour aller faire le marché, rencontrer les gens, choisir les courses, payer tout. Je revenais, des fois même j'étais impatiente qu'ils s'en aillent au football. Ah ouais, t'avais besoin aussi de ce repos peut-être. Je pouvais pas supporter. Donc quand il revenait, il me disait mais t'as rien fait? Ben non. Mais comment ça se fait que t'as rien fait? T'avais le repassage, t'as même pas débarrassé la table. Et il avait raison. Il avait raison. Donc, dans ton contexte, avec ta situation, bon, oui, il avait peut-être raison, mais il aurait pu être gentil. Mais c'était pas quelqu'un d'agressif, c'était pas quelqu'un de vulgaire. Mais c'est vrai que moi, ce qu'il y a, c'est que tout, ça se fait sur un long terme, ça. Si tu veux. Donc, c'est ça. moi, je pouvais plus supporter cette vie, et lui, il pouvait plus me supporter parce qu'il me disait mais comment faut te parler? On dirait que tu comprends rien à ce que je te dis. Tu t'en fous de ce que je te dis en fait, parce que tu refais les mêmes choses. Et il avait raison. Ouais. J'ai décidé de le quitter parce que j'étais très mal et je voyais bien que ça menait absolument à rien du tout. Ouais. Donc j'ai vécu à peu près 2 ans toute seule, où j'ai commencé à apprendre ce que c'était que vivre pour moi. Donc j'ai vécu dans mes rituels, dans mes habitudes, et ça m'a fait beaucoup de bien. Mais c'est vrai que j'étais rentrée aussi dans une espèce de schéma un peu atypique de personnes qui ont un problème psy, puisque j'avais beaucoup de rituels, mais c'est ce qui fait que je vais bien. Oui, c'est ça, il a fallu aussi peut-être que tu aies cette période-là, hein, de 2 ans. Oui. Et puis après, j'ai rencontré mon deuxième compagnon, lui qui donc pas du tout la même personnalité. Et forcément, il m'a redit les mêmes choses, il s'est reproduit les mêmes choses. Et lui, d'autant plus que lui, c'est quelqu'un de très convivial, très accueillant. Donc on recevait et on allait chez des gens. Et on recevait souvent à l'improviste et on allait souvent chez des gens à l'improviste. Chose que moi, je ne peux pas gérer. Ouais. L'improviste, pour moi, c'est impossible. Ouais, toi, tu planifies tout. Je suis obligée. J'ai peur, en fait, des situations que je n'ai pas conceptualisées avant. Parce que je ne sais pas comment réagir, comment agir. Donc, lui, c'est pareil. Souvent, il me disait mais pourquoi tu souris pas? Mais regarde, t'es invitée, tu fais la gueule. Pourquoi tu fais la gueule? On dirait toujours que t'es malheureuse. Mais en fait, comment lui dire que moi, j'avais tellement peur de cette situation que j'avais pas prévue, que j'étais enfermée dans ma bulle à essayer de voir comment faire, quoi, presque pour passer inaperçue ou bien me fondre dans le groupe, tu sais. Donc ce qui fait que dans ces cas-là, tu souris pas. Je veux dire, t'es impassible, quoi. T'es dans ton truc. Lui, c'est pareil. Ses amis lui ont dit, il y a quelque chose qui va pas avec ta compagne.
Pareil, ils ont eu le même discours que ta belle ma famille. Bah oui, elle est bizarre, on dirait toujours qu'elle est malheureuse, il y a des choses qui vont pas avec elle. Et voilà. Donc ça a été très très mal aussi. Très mal aussi, jusqu'à... C'est devenu... Comme il y a eu une accumulation d'années, voire de décennies, à un moment donné, moi, je me suis dit, écoute, tu pars ou tu restes, tu meurs ou tu vis. Pour moi, c'était impossible de continuer. Donc, d'accord. Oui. T'en étais arrivé vraiment presque à l'extrême de savoir ce que t'as ou alors de partir. Okay. Oui. Moi, je me suis dit, j'ai une maladie mentale. J'ai une maladie mentale. Parce que j'ai eu 2 compagnons dont je pense qu'ils m'ont aimé. Et 2 compagnons avec qui ce n'est pas allé. 2 compagnons qui me disaient tous les 2 la même chose, qui me faisaient les mêmes reproches, avec lesquels j'ai fait des efforts surhumains pour m'adapter et même pour comprendre ce qu'ils me demandaient de faire. Et puis, il y a eu le domaine de l'intime. Avec mon premier compagnon, comme c'est une personne religieuse, c'était ritualisé, prévu. Et dès lors qu'il a eu ma virginité, cela a été très peu de fois. C'était douloureux, mais je pouvais m'y préparer, alors je l'acceptais. Avec mon deuxième compagnon, qui est un homme expérimenté, j'avais cette douleur mentale de me laisser toucher, alliée à la douleur physique. Comment lui faire comprendre qu'un effleurement peut faire souffrir? Comment faire comprendre que ce que ton partenaire amoureux veut te faire pour te donner du plaisir te fait du mal, te répulse, que tu le redoutes et même que tu le réprouves? Comment lui faire comprendre lorsqu'il te dit « toutes les femmes aiment ça, pourquoi tu n'aimes pas ?» Comment lui faire comprendre que je devais m'y préparer à l'avance? Comment lui reprocher de me dire « avec toi c'est toujours quand tu veux, comme tu veux ?» Comment lui faire comprendre qu'avant lui je ne connaissais pas mon corps? Comment lui faire comprendre que depuis lui je connais ce que mon corps ne veut pas? Comment lui faire comprendre que depuis lui j'ai rencontré mon corps, mais que pour autant il reste pour moi un objet au désir inconnu et aux souffrances réelles? Alors j'avais une petite question qui me touche un petit peu. C'est j'ai eu des enfants, mais toi t'as pas eu d'enfants. Donc je voulais savoir, est-ce que par rapport à... Est-ce que ça te touche déjà le côté Asperger de pas avoir eu d'enfants, ou pourquoi t'as pas eu d'enfants? Parce que tu n'as pas eu d'enfants. Non. Je me répète. Oui, tu te répètes, mais c'est pas grave. Non, j'ai pas eu d'enfants parce que ça s'est pas présenté en fait. J'ai eu 2 compagnons et je n'ai pas eu d'enfants. C'est comme ça, c'est ma vie qui est comme ça. Et okay. Je crois que je n'ai jamais eu de regret de pas avoir d'enfants. Parce que je ne sais pas quelle maman j'aurais été. Je ne sais pas si j'aurais été une bonne maman, attentive, aimante, ou excessive. Je ne sais pas. Je suis incapable de savoir si ça aurait été bien pour l'enfant de m'avoir comme maman. Je ne sais pas si ça m'aurait apporté autant de bonheur que toi, ça t'a apporté d'avoir tes enfants. Pour moi, c'est... Comment dire, c'est comme une inconnue. Ouais, parce que tu l'as pas vécu. Non, non. Et c'est pas quelque chose qui m'a manqué. D'accord. La vie a fait que tu n'as pas eu d'enfant, mais peut-être que aussi du coup l'inconnu, ça te faisait un petit peu peur de pas l'avoir aimé ou quelque chose comme ça? Non, c'est que ça s'est pas imposé à moi. Ouais, d'accord. Tu n'avais pas cette envie vraiment d'avoir des enfants? Non. Donc à un moment donné, je suis devenue comme dingue et je me suis dit je suis dingue. Ah ouais, tu t'es vraiment remise en question. Mais c'est déjà un bon pas, je trouve, de s'être remis en question comme ça et d'avoir voulu savoir vraiment si tu avais un vrai problème ou pas. Oui, j'ai voulu savoir. Donc c'est là que j'ai commencé. Oui, parce que sinon, je me serais je pense. Hein.
Oui, pour moi, c'est parce que vivre une vie comme ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Ça peut être compliqué, ouais. Aucun. Donc oui, j'ai dit bon, je vais... pour moi, j'avais une maladie mentale. Donc je suis allée voir mon médecin de famille avec que je connaissais depuis des années. Pour commencer, je suis allée voir ce médecin de famille. C'était ma première démarche d'aller parler à quelqu'un qui me connaissait en tant que patiente. Et donc on a commencé à faire un peu des tests. Bon, moi j'étais pas bipolaire. Après il m'a dirigée vers un psychiatre, un psychologue, un neurologue. Donc au fil de 4-5 ans, parce que ça a pris 4-5 ans, pendant tout ce temps-là. T'es passé par toutes ces étapes-là, d'accord, de test? C'est-à-dire c'est beaucoup de dialogue, de conversation, et bon c'est des professionnels, donc d'accord. Rien que déjà en voyant mon comportement, ils savaient évacuer une piste ou une autre. Ah, c'est déjà bien aussi. Petit à petit, quoi. Ouais, ils sont normalement, un psychologue, un psychiatre, il sait, en parlant 3-4 fois pendant 1 heure avec quelqu'un, peut-être même moins, si la personne elle est paranoïaque ou schizophrène ou maniaco-dépressive. C'est des professionnels, des maladies mentales. Et donc ça c'est un chemin que j'ai entrepris qui a duré environ 4-5 ans, mais que j'ai gardé pour moi. Je continuais à vivre avec mon deuxième compagnon, mais je lui en avais pas parlé du tout. C'est une démarche que j'avais fait moi. Jusqu'au jour où je suis tombée sur une psychologue, après qu'on ait éliminé toutes les pistes, parce qu'à un moment donné, tu élimines toutes les pistes. Mais quand tu rentres de ton dernier diagnostic qui est négatif, non, t'es pas bipolaire, ni schizo, ni parano, ni mélancolique, ni maniaco-dépressif, ni ci, ni ça, tu rentres chez toi et tu reprends la même vie. Sauf que là, j'ai rencontré une psychologue et j'ai parlé avec elle et elle a vu vraiment que j'allais pas du tout, parce que comme toutes les pistes avaient été éliminées, pour moi c'était vraiment j'avais fait encore une autre démarche d'aller voir une autre psychologue, comme comme quand tu te jettes à l'eau, quoi. Tu te dis bon allez, je retourne me jeter à l'eau pour voir si jamais il n'y a pas un trésor au fond. Et puis bon, j'ai parlé avec elle comme avec les autres spécialistes. Et puis au fil de la conversation, ça devait être le 3e rendez-vous. Elle me dit, est-ce que vous seriez d'accord pour faire des tests? Je pense vous avoir cerné, savoir ce que vous avez, ce que vous ressentez, pourquoi vous êtes si mal. Il faut que ça passe, mais il faut que vous fassiez des tests. Alors je dis oui, je veux bien faire des tests. J'en ai fait d'autres, je veux bien. Donc elle me dit qu'elle va me transmettre des tests très sérieux par internet sur ma boîte mail, qu'il faut que je prenne le temps de les faire chez moi tranquillement, et puis après que je lui en renvoie, qu'elle va les étudier et que ça va prendre 3 semaines, 1 mois, et qu'au bout des 3 semaines, 1 mois, elle m'appellera pour me donner un rendez-vous. Alors moi j'étais vraiment, j'étais sur un petit nuage, parce que là c'était quelque chose de concret, tu vois, j'allais encore une nouvelle action pour savoir qui j'étais, quoi. T'allais peut-être avoir la clé. Voilà, c'est ça. Alors j'étais vraiment enthousiaste. Donc je fais ces tests, des tests vraiment très particuliers qui m'ont demandé beaucoup d'efforts pour répondre, qui m'ont demandé vraiment de me mettre dans beaucoup de situations, dans toutes les situations de la vie courante où j'avais rencontré des problèmes. Mais c'est des phrases en fait, et tu dois cocher parce que tu as différentes possibilités, plus ou moins fort, dans l'enfance, pas dans l'enfance, enfin ça te ramène à ton enfance, à beaucoup de situations, donc c'était très... j'ai mis beaucoup de temps pour les faire, notamment le test au niveau de l'interprétation des visages, des regards. Tu as beaucoup de photos différentes. Et enfin bon, mais j'étais dans l'action, j'étais vraiment contente. Donc je lui ai envoyé
ce que j'avais fait, quoi, mes résultats. Et au bout de presque un mois, elle m'a rappelé pour me donner un rendez-vous. Donc bien sûr, et j'y suis allée. Et puis elle m'a dit, bon bah écoutez, c'est très simple. C'est très simple. Vous avez un problème au niveau du mental, mais c'est pas une maladie mentale. C'est neurologique. Ça vient de votre cerveau. C'est génétique. Et la première chose que je peux vous dire, c'est que c'est pas de votre faute. Vous n'y pouvez rien. Très bien. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne pourrez rien y changer. Et là, mes larmes, elles se sont mises à couler. Parce que c'est comme si on me disait, enfin, on me disait que j'y étais pour rien. Quoi. Ouais, t'avais un appui. Ah ouais. Donc on a parlé, bien parlé, je suis retournée la voir, elle m'a expliqué que donc les 3 aspects particuliers de l'autisme Asperger, sur comment ça se concrétise dans la vie, j'ai dit oui, c'est vrai. Voilà. Donc à partir du moment où j'ai eu ce diagnostic, j'ai pris du recul et après, maintenant, donc du coup, ce que je fais, quand je t'ai dit au début, je sais maintenant comment je réagis comme Asperger et j'essaye de réagir plus naturellement. Ouais. Ben oui, puisque maintenant tu sais. Voilà. Jusqu'à là, tu savais pas. Voilà. Et maintenant, je sais surtout, et c'est ça qu'elle m'a dit, et c'est ce qui est le plus important pour moi, parce que moi, je serais allée jusqu'à me suicider, tu vois, tellement je ne pouvais plus vivre comme ça. Mais c'est ça le déclic, le mot-clé, c'est vous n'y pouvez rien, vous n'y êtes pour rien. Ouais. C'est dans votre cerveau, c'est tout. C'est des connexions qui se font pas, qui se feront jamais. C'est une des premières choses que tu m'as expliqué quand tu m'as expliqué ton syndrome. Ouais. Que les connexions se faisaient pas. Oui. Fait que certaines connexions. Certaines connexions ne se font pas, oui. Oui. Eh bien, ça c'est chaud. Mais au moins, c'est bien parce qu'au moins, voilà, c'était la délivrance, la clé. Oui. Et c'est surtout pas ta faute. Non. Voilà, ça c'est important. Non. Mais il a fallu que j'attende d'avoir passé 60 ans. Ouais. D'avoir fait une démarche pour moi. Parce que sinon, de toute façon, j'aurais basculé là-haut, dans le ciel. Et de m'entendre dire que j'y étais pour rien, quoi. Et puis, elle m'a dit une chose aussi. Elle m'a dit, arrêtez de toujours vouloir faire encore plus pour vous adapter. Arrêtez de faire ça. Faut pas faire comme ça. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ben, en fait, c'est peut-être même plus facile maintenant de savoir que t'as pas besoin de le faire, vu que tu sais que ça servira à rien. Oui. Ok, ouais. Ben, écoute, très touchant en tout cas. En fait, moi j'aurais bien aimé pendant ces deux vies avec mes 2 compagnons qui ont duré des décennies quand même, j'aurais bien aimé que au moins une personne qui avait donc ouvertement, clairement observé que j'étais inadaptée, vienne vraiment vers moi avec gentillesse, bienveillance, ou même intérêt, curiosité, et me dire, Florence, moi je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Est-ce que tu veux me parler? Tu peux me parler. Simplement, ouvrir une porte. Ouais. Tu vois? Ouais, ok. C'est important. C'est important quand on voit que quelqu'un, au fil du temps, au fil des années, n'est pas bien. Si on fait partie de son entourage, c'est une démarche, je pense, d'être humain à être humain, tout simplement, de bienveillance naturelle, de dire, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Tu n'es pas heureuse. On voit bien que tu n'es pas à ta place. Tu peux me parler. Ouais, toi, personne te l'a dit, toi? Non, jamais. Jamais. Et du coup, t'as jamais eu vraiment beaucoup d'amis et même au boulot, tu t'es pas fait de potes au boulot, quoi? Non, j'ai jamais eu d'amis. Pour moi, le travail, comme je te disais, c'était un rituel d'une tâche à accomplir. Je rentrais chez moi. Par contre, j'aimais beaucoup nager, beaucoup marcher. Surtout beaucoup nager dans la piscine. Nager dans l'eau. Et ça, c'est pas mal le rire parce que pour aller mettre. Non, je dis nager sous l'eau. Ah, faire des... D'accord. Oui.
Ok. Oui, j'adore nager sous l'eau. J'ai le sentiment de rentrer dans quelque chose de maternel, d'apaisant, d'enveloppant. J'ai pas du tout peur de nager sous l'eau, j'ai pas peur de suffoquer, j'ai pas peur de me noyer. J'ai le sentiment d'être dans mon élément. Ok. Vraiment, je me sens bien de nager sous l'eau. J'adore. C'est cool ça. Oui, oui. Donc avec ton petit vieux, tu vas aller partir sur les lacs et... Oui, j'ai envie d'explorer tous les lacs de France. Ah, ça va être cool ça. Oui, la France n'en manque pas. Nager dans l'eau française, Oui. dans les lacs français. Dans les lacs français. Et tu me racontais aussi, bon, rien à voir avec la nage, mais un petit lien avec le sport, oui. Que tu adorais danser et que tu aurais voulu t'inscrire à un club dans les salons, dans les danses de salon. Oui, oui, oui. Bah, en fait, oui, j'adore, j'aurais aimé apprendre, d'ailleurs, je me suis inscrite, j'ai essayé. J'ai fait 2 tentatives pour apprendre le tango, la rumba. Et pour moi, c'est impossible de suivre plus de 2 mouvements dans l'espace. Ok. J'en suis incapable. Mais même si ça m'est arrivé, par exemple, d'être invitée au Nouvel An, au réveillon du Nouvel An, et puis on danse, et puis souvent on danse le rock. Ouais. Mais même en suivant quelqu'un qui est gentil, bienveillant, tu vois, pour s'amuser, qui me montre les pas du rock, je n'y arrive pas. D'accord. Dans ma tête, il y a des connexions qui se font pas, j'en suis incapable. Par contre, j'adore danser, et tout à l'heure, enfin ce matin, en t'attendant justement, j'ai mis la musique à fond, chose, tu vois, normalement qui devrait me gêner. Ouais, les hypersensibilités voilà. auditives, donc, ouais. Je mets la musique à fond, ça fait comme une espèce d'écho ou résonance dans mon cerveau, et c'est comme si je me déconnectais du réel. Et je me mets à danser, et je dis danser, je me mets à jeter mes bras, mon corps dans tous les sens. C'est très saccadé, c'est très fort, c'est très violent. Seule, par contre. Oui, oui, seule. Et là, je ressens mon corps. Là, je sens mes muscles, je sens mes tendons, parce que sinon, mon corps, pour moi, c'est comme si c'était quelqu'un à côté de moi. Mon corps, j'en prends pas soin, je le connais pas, je le regarde pas. Quand je passe dans une vitrine ou autre. Oui, je me regarde pas, je me cogne tout le temps, j'ai des bleus partout. Et là, quand je mets la musique à fond, je m'éclate. Voilà, c'est ça. Ouais. Je m'éclate. Voilà. Tu fais du twerk. Ah, je connais pas les twerk. Ça ressemble un peu à la tectonique. Ou de la zumba. C'est des trucs un peu abstraits, contemporains. Oui, mais c'est peut-être même néandertal. Ah sais. Oui. Cro-Magnon. Ben en fait, tu t'es en transe quoi quelque part. Oui, c'est ça. Ça te fait du bien, ça, je pense. Ça me fait un bien fou. Ça me fait un bien fou parce que mon cerveau est complètement déconnecté et je sens mon corps, tu vois. Ouais, ça doit être important, je pense. Hein. Oui. Là, donc je l'ai fait ce matin en t'attendant. Ah ben dis donc, j'ai rien entendu. Je serais venue voir sinon comme une petite souris avec mon appareil. Ah oui, c'est vrai. Non, jamais à l'imprévu, non. Non, t'as raison, c'est gentil. T'es trop délicate pour ça. Merci. Ah bah non, c'est vrai. Alors du coup, tu me dis que tu as été diagnostiquée à 60 ans, donc, et c'est hyper tard, et c'est incroyable quoi ça. Oui, c'est très tard, mais c'est parce que c'est moi qui ai fait la démarche tard aussi. Mais dans tous les cas, c'est une démarche que beaucoup de femmes font très tard maintenant, justement parce que elles sortent de ce mimétisme, de cette adaptation à la vie de femme qu'on inculque aux petites filles. Donc du coup, il y a beaucoup de femmes qui se disent « moi je suis mal dans cette vie » et qui cherchent des réponses. Et le problème, c'est que, étant donné que c'est une maladie dont on disait qu'elle touchait uniquement les garçons, tous les tests sont faits et adaptés au sexe masculin. Ce qui fait que, étant donné qu'on a été pendant des décennies à penser que c'était uniquement une pathologie masculine, on n'a pas vu que les petites filles, elles avaient aussi ce syndrome. On disait, bon, elles sont
on les mettait des fois dans les maisons de fous, tu vois, on disait elles sont hystériques, elles sont mélancoliques, tu vois. Ah oui, parce que je crois que c'est ce que tu m'avais expliqué, que leur sensibilité est différente entre l'homme et la femme, c'est différent. Oui, oui. Oui, les filles, elles étaient beaucoup moins bien diagnostiquées. Elles sont hyper sensibles. Mais comme c'était à une époque où on pensait pour les femmes, Ouais. et qu'on avait une idée de la chimie des femmes, on pensait que les femmes, elles étaient soit hystériques, Ouais, tu ouais. vois, ou mélancoliques, mais qu'elles avaient des maladies comme ça inhérentes à leur sexe. Ouais, d'accord. Tu vois. Mais en fait, non, elles étaient aussi Asperger. Mais comme on avait rangé cette maladie dans le sexe masculin, on voyait pas qu'elles avaient exactement les mêmes attitudes. C'est juste une question sociétale en fait. Ouais, c'est clair, en fait. Du coup, là, ouais, c'est vraiment ça. Oui, oui. Donc du coup, maintenant, les tests, là, ça fait juste quelques années, enfin, je dirais à peu près une quinzaine, une vingtaine d'années, que les tests, ils commencent à être adaptés pour les femmes. Oh là, mais c'est incroyable quand même. On est 21e siècle, là, quand même. Hein. Et le grand problème, c'est que si on veut se faire diagnostiquer, c'est aussi une question de moyens. Bon, ben moi, j'avais des moyens, je suis allée voir des psychologues, mais lorsque l'on veut se faire diagnostiquer dans un centre spécialisé public, un CRA, CRA, CRA. CRA, eh ben, tu dois attendre 2 ans et demi, 3 ans, Oh un là là. rendez-vous. Donc, L'attente. et oui, voilà. Bon, moi, je ne le savais pas à l'époque, hein, puisque moi, je suis allée voir une énième psychologue qui m'a détectée. Mais c'est pour dire que ça aussi, c'est un frein. C'est un frein. Donc, j'encourage vraiment les jeunes femmes, les femmes de tout âge qui se reconnaissent dans certaines choses que j'ai dites avoir vécues, aller voir une psychologue spécialisée dans l'autisme Asperger, et faites-vous diagnostiquer parce que ça ouvre des portes. Si vous avez un mal-être et que vous vous reconnaissez dans moi ce que j'ai dit avoir vécu, faites la démarche. Ouais, ok. Si jamais. Après, c'est vrai que parfois on peut avoir un truc qui ressemble, que ce soit pas forcément ça. Donc, Oui. c'est bien aussi de savoir, non, Oui, oui. ne va pas dans cette voie-là. Oui. Ou oui, effectivement, tu Oui, as raison. Oui, oui. Si vous êtes touché comme moi dans tous les aspects de la vie par ces 3 caractéristiques, c'est-à-dire l'hypersensorialité, un comportement particulier et un problème dans les interactions sociales, si vous avez ces 3 choses-là qui sont vraiment prégnantes dans votre vie, qui reviennent tout le temps, dans vos amitiés, dans votre travail, dans Le couple. Oui, dans tout. Faites-vous diagnostiquer, faites ce pas, faites-vous diagnostiquer. Ouais, parce que du coup, ça, comme toi, ça t'a ouvert la vie, quoi, en fait. Oui. Je peux dire ça, ouais, la vie. Oui, oui. Moi, maintenant, je vais découvrir qui je suis. Ouais, bon, ça, c'est bien. Oui, oui. Merci, madame. De rien, c'était Merci, un plaisir. Florence. Merci, Florence. Eh bien, je te remercie beaucoup, Florence. C'était hyper intéressant. Moi, j'ai passé une super semaine avec toi. On a bien parlé et c'était très cool. Ouais, moi, je te remercie parce que ça m'a servi de thérapie, en fait. Ah ouais. Et là, je passe à un autre stade maintenant. Ah. J'ai délivré un message. Oui, c'était le but. Donc, merci. Bah, je te remercie encore. Avec plaisir. C'est réciproque. Eh bien, merci beaucoup. Bonnes aventures, du coup.